On est avec Geneviève Lucier, Manon Malouin et Gabriel Tétrault et on parle de l'accompagnement en fin de vie. La vie est belle et précieuse en partie parce qu'elle a une fin. Et on est avec des gens très spéciaux qui ont la chance, on verra, d'accompagner des gens en fin de vie ou du moins d'avoir eu cette expérience-là. Déjà en partant, c'est difficile de parler d'un intérêt ou d'une passion, mais comment est-ce que cette relation-là a commencé chez toi ou cet intérêt-là? C'est un petit peu difficile à dire. Je pense que c'est comme si, à un moment donné, on a un appel pour quelque chose, puis on ne peut pas très bien définir pourquoi. Là. Comment ça a commencé concrètement? Est-ce qu'il y a eu une... Et en fait, moi, je suis infirmière, puis j'avais envie de travailler près des gens. Puis aussi, bien, c'est certain que la mort, c'est quelque chose qui est intriguant pour tout le monde. On est spirituel, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis plus on vieillit aussi, plus je pense qu'on s'approche de ça. Puis on voit nos proches, puis on se pose beaucoup de questions. Puis, ben, je pense qu'arriver à accompagner des gens qui vont aller vers ce cheminement-là, ben, ça nous rapproche de la vie. Ça nous rapproche beaucoup, beaucoup de la vie. OK. Ouais. De ton côté, comment tu as fait l'expérience de l'accompagnement en fin de vie? Ben moi, il y a eu plusieurs angles d'approche, mais disons, ça a commencé surtout avec ma grand-mère qui a eu l'Alzheimer, qui est morte de l'Alzheimer. OK. Il y a eu mon père aussi qui est mort du cancer des poumons. Okay. Mais aussi, j'ai travaillé dans une maison de personnes âgées. Je n'étais pas accompagnant, mais j'étais préposé à l'entretien ménager. Puis j'avais comme une relation particulière à cause que je suis pas l'infirmière, je suis pas le préposé plus qui aide à laver, tout ça. Donc ouais. J'avais comme une position particulière où j'avais souvent des discussions avec les personnes âgées là-bas. Qui se posaient des questions, tout ça, puis on parlait de choses qui avaient rapport avec la mort, bien sûr. Puis moi, d'un autre côté, ça répondait à quelque chose parce que je me posais des questions aussi avec ce que j'avais vécu dans ma famille. OK, OK. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on a tendance à penser au personnel, entre guillemets, de première ligne, là, si on veut, là, des accompagnants diplômés ou... Mais c'est vrai que dans certaines situations, toute personne peut finalement jouer un certain rôle dans un accompagnement en fin de vie. C'est intéressant. Puis de ton côté, comment est-ce que ça s'est développé? Bien, en fait, ça a commencé par une expérience d'accompagnement d'un proche en fin de vie qui était mon parrain. Alors, moi, j'avais 19 ans à ce moment-là. Puis ça a été un bel accompagnement. Puis c'est peut-être... 25-30 ans plus tard que je me suis rendu compte que c'est cet accompagnement-là qui a été un peu l'élément déclencheur qui a semé la graine de l'intérêt pour l'accompagnement en soins de vie. Okay. C'est ça, pour les soins palliatifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que Rimouski s'est doté d'une telle maison? Est-ce que ça existe ailleurs? Oui, il y a plusieurs maisons dans la province. Je crois qu'on est rendu à 35, 37 maisons. Puis ça se développe tout le temps. Donc, Rimouski, c'est quand même une région assez grande. Puis on est un peu central. Hein. La plus proche était à Québec à l'époque. Maintenant, il y en a une à Rivière-du-Loup. Puis à partir de nous, là, il y a la Côte-Nord, mais en Gaspésie, il n'y en a pas. Mais quand il n'y en a pas, dans le fond, c'est que les gens, ils décèdent la plupart du temps chez eux ou à l'hôpital. C'est ça. Puis là, il y a comme une alternative où est-ce que quand on sait qu'on est rendu plutôt en fin de vie, bien là, on a cette option-là qui est disponible à Rimouski, finalement. C'est ça. Bien, c'est pour ça qu'on appelle ça une maison. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils disent souvent une maison de fin de vie, mais en fait, on devrait dire une maison de vie. Parce que les gens qui arrivent chez nous, ils sont vivants jusqu'à la fin. Ouais. On n'a pas de gens décédés chez nous. Là. Quand ils décèdent, ils ne demeurent plus chez nous. Ouais. Donc, quand ils arrivent, ils sont vivants et vivants jusqu'à la dernière minute. Okay. Donc, c'est une maison de vie. Moi, j'appellerais ça plus une maison de vie. Ça devrait être comme ça qu'on nomme ça. Est-ce que c'est la même chose qu'au début, qu'il y a 13 ans? Est-ce que
C'est sûr que vous avez appris plus d'un million de choses, là, je veux dire, à travers votre parcours là-bas. Bien, comme accompagnant, j'espère qu'on a appris beaucoup parce que je pense que les gens, c'est eux qui nous apprennent à accompagner parce qu'en fait, on dit souvent que c'est pas parce qu'on va arriver en fin de vie qu'on va se transformer. Hein. On est les mêmes personnes. Puis, comme accompagnant, je pense qu'il faut juste essayer de voir qu'est-ce que ces personnes-là ont besoin. C'est pas nos besoins à nous. On offre l'accompagnement. S'ils vont vers la gauche, il faut aller vers la gauche, puis s'ils vont vers la droite, il faut aller vers la droite. L'accompagnement, c'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin, comme vous nous diriez ce que vous aviez besoin, puis j'espère que quelqu'un entendrait ce que moi j'ai besoin. Fait qu'en fait, il faut que ce soit personnalisé vraiment, puis aux besoins de la personne. Elle peut ne pas avoir besoin de moi aussi, hein? Il faut que je sois capable d'avoir assez de... disons, d'introspection ou de respect pour dire, ben, elle n'a simplement pas besoin de moi, ou elle va me dire qu'est-ce qu'elle a besoin. OK. Puis est-ce que vous vous rappelez encore comme de la première personne qui... C'est certain que je me souviens de beaucoup de personnes. Oui. Manon a une mémoire phénoménale en passant. Mais, je dirais peut-être pas juste les visages, mais les sensations, les mots, les silences. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui est plus difficile, des fois, c'est de respecter le silence parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand ça ne parle pas. Puis comme humain, on est toujours porté à meubler le silence. Vide. Mais il se passe beaucoup, beaucoup de choses pendant ces périodes-là. Puis c'est pour ça que je suis d'accord avec vous du fait que les préposés ou les gens qui offrent beaucoup de soins, qui sont très à proximité, vous avez le privilège, des fois, de partager des histoires, des choses qui sont... qui ne vont pas nécessairement que nous, on va l'entendre. Puis les accompagnants, ça peut être plusieurs personnes pour la même personne, ou dans un groupe, ça peut être... Ils vont préférer cette personne-là. Parce que c'est comme dans la vie, on a des affinités, on a des sentis. Fait que je pense que c'est de respecter ça, puis de ne pas avoir d'attente de notre côté. D'offrir, on est là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Oui. Est-ce qu'il n'y a rien? Oui, je pense que l'accompagnement joue à plusieurs niveaux. Puis moi, quand j'étais dans la maison de personnes âgées, c'était pas une maison de vie, comme vous dites. C'était juste comme une place. C'était pas palliatif, là, mais l'idée, c'est quand même que j'avais l'impression qu'il avait besoin de parler. Puis comme on en parle souvent dans les CHSLD puis tout ça, c'est pas tout le monde que les familles qui viennent les voir, tout ça. Fait il y avait besoin de parler à des personnes. Puis j'ai remarqué, en tout cas, que ceux qui n'étaient pas nécessairement à la première ligne, genre les infirmières, des choses comme ça, souvent, il y avait une relation particulière avec eux. Puis, en tout cas, de mon expérience personnelle aussi, l'accompagnement se joue des deux côtés, comme vous disiez, c'est qu'on apprend aussi de ça. Puis moi, j'ai eu l'impression à un certain moment que c'était mon père qui m'accompagnait à accepter ça, tu sais, plutôt que juste moi qui est là pour lui. J'ai l'impression qu'il y a un basculement souvent à un certain moment où la personne, comme, ils acceptent qu'ils vont mourir, puis c'est quasiment eux qui accompagnent leur famille à faire le deuil, qui s'en vont. Tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça très beau parce que je me disais, ben non, mais c'est toi qui es en train de partir, mais lui, je me suis souvent dit, lui, il fait le deuil de tout le monde qui est vivant un peu. Parce que moi, je fais le deuil de cette personne-là, mais cette personne-là s'en va, puis il faut un peu qu'elle... Tu sais, souvent, on rencontre tous nos proches, tu sais, on prend le temps, mais... On décide pas de comment ça va se passer, c'est ça, je pense. Est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose que tu as déjà vu, que tu vois fréquemment, ça, que les gens, justement, aident souvent la famille, finalement, qui est éplorée? Oui, en fait, souvent, presque continuellement. Puis il y a aussi, je dirais, le phénomène de la personne de 98 ans qui est une maman, puis qui s'inquiète pour ses enfants qui sont des retraités de 70 ans. Wow, okay. Puis, fait que la personne, ils gardent leur rôle jusqu'à la fin aussi, leurs préoccupations. Puis, oui, le fait de se préoccuper de leurs enfants, ils sont quand même toujours là à vouloir continuer d'apprendre, mais surtout, je trouve, de transmettre, parce que toutes les relations, les rencontres qu'on fait dans une vie, c'est des occasions de transmission de toutes sortes de choses. C'est dur pour les familles. C'est un moment qui est quand même particulier, qu'on perçoit comme étant difficile, mais est-ce que tu trouves ça dur pour toi?
Ben, je dirais non. Ben oui et non. Si je dis oui, si je dis oui, en fait, je dirais oui et non. C'est comme si dans notre société, on a comme pris la posture que la mort, c'est triste, c'est laid, on doit pleurer, puis c'est quelque chose de négatif. Mm-hmm. Mais en même temps, moi, je trouve la beauté des maisons de vie, c'est qu'on permet aux gens, autant à la personne qui est hébergée, mais à ses proches, d'apprivoiser la mort. Puis moi, c'est dans ce sens-là où je trouve que c'est beau. Puis on voit autant la personne qui est en train d'accepter sa finitude, puis elle l'accepte à travers toutes les pertes qu'elle va vivre, dans le fond. Puis toutes ces pertes-là, bien, ça amène des deuils. Tu sais, perte de ses capacités, perte de sa mobilité. Bien, ça amène... veut pas, la personne a de plus en plus apprivoisé le fait qu'elle va mourir, puis on pourrait dire de l'accepter. Puis c'est la même chose pour les proches, sauf que moi, je trouve que la personne qui est mourante, elle nous devance toujours de 2 pas. L'accompagnement en fin de vie, pour vrai, c'est les gens qui font ça, c'est noble comme truc d'accompagner quelqu'un en fin de vie. Je trouve ça super beau, tu sais. On dirait que moi, je me demande, ces gens-là qui font ça, ils feraient ça pour, mettons, le monde qui sont pas nécessairement en fin de vie? T'sais. C'est pas que je suis pas autonome, c'est juste que, tu sais, la vie d'adulte, c'est plus tough qu'on pense, là, tu sais. Fait que même si il me reste quand même longtemps, mettons, en avant de moi, je sais pas si je pourrais avoir comme juste quelqu'un qui m'aide, mettons, à faire la vaisselle, mes impôts, là, c'est comme, on dirait que ça gosse, là, tout faire ça tout seul. Tu sais, juste compter les factures, tu sais, mettons, le petit ménage, même me faire manger, petit massage une fois de temps en temps, tu sais. Ça faciliterait plus la vie, tu sais. Puis tu sais aussi, il y a d'autres trucs qui offrent aux personnes en fin de vie que j'aimerais peut-être avoir, tu sais. Les genres de machines qu'il y a dans les hôpitaux où que tu rentres sur une chaise, puis là, la chaise, elle monte dans les airs, puis elle fait ça comme ça. Tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça, là, tu sais. Je suis dans mon lit, je me réveille, je rentre là-dedans, m'en vais aux toilettes, je reviens, m'en vais au salon, j'écoute la TV, je m'en vais dehors, m'en vais au DEP, je reviens, m'en vais me coucher, c'est ma journée, tu sais. J'aimerais ça me faire... Ben, c'est sûr que le bout de dehors, je sais pas que ça serait quoi la logistique, mais c'est sûr que ça se fait, I guess. Mais bref, si je pouvais avoir quelqu'un qui m'aide, juste un peu, vaisselle, bouffe, changer couche, lire des histoires pour dodo, c'est sûr que ça serait plus facile la vie d'adulte. Là, tu m'as dit, oui, je comprends. C'est vrai qu'on associe ça à quelque chose de négatif, puis bon, à pleurer, puis etc. Mais tu as l'air de développer l'idée que c'est peut-être beau ou comme... Oui, bien moi, je trouve que c'est très beau. Puis moi, je trouve ça le fun de pouvoir accueillir quelqu'un chez nous. Je me dis, c'est quelqu'un qui a la chance. Moi, je trouve que c'est un peu semblable à une maison des naissances. Hein? Tu sais, comparativement, on peut aller accoucher à l'hôpital ou accoucher en maison des naissances. Bien, pour la fin de vie, moi, je vois ça un peu semblable. Dans le fond, on peut aller décider... Bien, on pourrait décider aussi de décéder à la maison, mais la différence, c'est qu'on est dans un endroit où on a plus de services, on a des soins en continu. Fait que les gens, ils sont plus en sécurité aussi, puis ils sont... mieux accompagnés. Tu sais, les proches, ils n'ont plus à être infirmiers, préposés, pharmaciens. Les proches peuvent se concentrer à être la conjointe, l'enfant, puis être juste dans la relation, puis de profiter d'avoir des beaux moments, parce qu'il y a plein de super beaux moments qui se vivent. Mais je reconnais l'approche aidante, là. Oui. Hein? Parce que c'est tout le temps les autres, tu sais. Comme genre, puis là, ils sont bien, puis c'est quelque chose qui est visiblement, manifestement important pour toi. Mais quand tu finis une journée de travail, mis à part le fait que c'est bon, il y a du travail, puis que c'est fatigant, c'est quand même... positive, puis... Oui, je suis pas dépressive, puis... non, c'est ça. Non, ben ça... Oui, je sais, parce qu'en introduction, vous avez dit qu'on était des gens un peu spéciaux, parce qu'on... Mais moi, je me trouve très ordinaire, pas si spéciale que ça. Oui, mais c'est...
comment dire, on finit notre journée de travail fatigué, comme vous, après votre journée de travail, mais avec le sentiment de, ben, tu sais, aujourd'hui, on accueille une nouvelle personne. Bon, ben, cette personne-là, on est préoccupé à ce qu'elle s'adapte le mieux, à qu'elle se trouve rapidement des points de repère, qu'on soulage sa douleur, que les proches se sentent sécures. Fait que là, c'est la satisfaction, un coup qu'on crée un beau lien de confiance aussi, puis que la personne nous dit rapidement « Ah, je suis vraiment contente d'être ici. Okay. » Bien, nous, on a notre paye, puis dans notre milieu, on a beaucoup, beaucoup de reconnaissance. En fait, c'est mon milieu de travail où j'ai jamais vécu autant de signes de reconnaissance, autant de la personne que des proches. Fait que c'est comme notre paye, on l'a... C'est super gratifiant, en fait, oui, aussi, là, oui, dans le fond. c'est Là, ça. parce que vous avez vraiment l'impression, finalement, réelle, là, d'aider, là, tu sais. Oui, oui, on pourrait dire ça. OK. Parce que, oui, c'est ça, c'est la même chose pour vous, mais... Mais j'allais juste dire, en fait, je pense que c'est vraiment une question de perception parce qu'on le dit souvent, mais comme que on montre beaucoup moins la mort de nos jours qu'avant. Bon, en tout cas, notre rapport à la mort a changé. Puis quand vous dites que c'est perçu de manière très négative, bien sûr, c'est souffrant. Je pense que c'est pas d'enlever que de perdre un proche, ça doit être facile. Je crois que c'est pas ça, mais je pense que la perception est différente aussi parce que j'y pensais au sens où si on pense plus d'une perception de quelqu'un qui est proche d'un autre, bien sûr, on perd une partie de nous si c'est un proche comme un parent, des amis très proches. Mais là, je me dis, dans votre cas aussi, vous accompagnez quelqu'un, mais vous n'avez pas nécessairement de lien affectif, on veut dire. Mais il reste que, comme moi, en tout cas, quand je travaillais dans la maison de personnes âgées, ces personnes-là, je m'attachais à ces personnes-là, mais je n'étais pas dans la famille. Mais je trouvais ça difficile. Moi, j'avoue que mon expérience, j'étais plus jeune, puis j'étais un peu dépressif. Quand j'ai arrêté de travailler, je me suis soudainement retrouvé plus positif. Puis je me suis rendu compte que je trouvais ça dur, mais je pense qu'avec le temps, là, je suis plus à la même place aujourd'hui. Moi, je serais même... c'est une des raisons aussi pourquoi j'avais envie d'en parler, c'est que même j'aimerais ça faire du bénévolat là-dedans. Tout ça, même si on considère ça comme difficile, mais je crois que l'accompagnement, c'est-à-dire, ce qui rend ça, je pense, plus facile, c'est de réaliser que, on va tous y passer, puis que comme, tu sais, même si c'est difficile émotivement, comme... Je pense que de se faire accompagner, comme vous disiez, c'est intéressant. Comme moi, mon père était dans un centre palliatif, puis, tu sais, les gens autour ont vraiment aidé, puis justement, comme vous disiez, j'avais l'impression qu'on avait la possibilité d'avoir une relation avec lui, que, tu sais, on se soucie pas trop du reste. Est-ce qu'il y a des révoltes, dans le sens où est-ce qu'il y a des gens qui vraiment l'acceptent pas, là, ou... C'est certain. Puis ça doit être assez... Je veux dire, ces gens-là le traînent jusqu'au décès? Bien, écoutez, c'est comme je disais tout à l'heure, on se transforme pas parce qu'on arrive en fin de vie. Hein. Des fois, je compare ça un peu... je me dis, l'accompagnement, c'est un peu comme si on apporte quelqu'un en face d'un précipice, puis on lui dit, écoute, je pense que ça va être correct ce qui va se passer là, mais je ne vais pas sauter avec toi. OK? Ça peut être aussi fort que ça, parce que on peut rien leur dire, on ne sait pas où ils vont aller. Puis ils ont des questions existentielles, des fois. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens que toute leur vie ont eu de la difficulté à accepter les choses, moins de résilience. Je veux dire, les gens qui ont moins de résilience, moins d'adaptation, ils ont moins de difficultés, il y a beaucoup de difficultés à s'adapter dans la vie, aux changements, aux choses comme ça. Bien, c'est sûr que si toutes leurs choses sont bien, bien, bien régies, bien, quand ils vont arriver en fin de vie, là, il se passe plein d'affaires que tu n'as pas contrôlées. Puis quand le jour où l'oncologue dit à son patient, écoutez, aujourd'hui, les traitements, c'est fini, là, on s'en va en fin de vie, bien, même s'il sait que sa maladie est incurable, ça se peut que c'était pas cette journée-là qu'il avait envie d'entendre ça, ni une autre, d'ailleurs. Puis il va arriver rapidement chez nous, des fois, parce que là, on sait qu'il faut qu'il se place quelque part. Donc, c'est sûr que l'acceptation, ça va un peu à comment on est dans la vie. Hein? Puis je pense que le fait que nous, on a le privilège d'accompagner plusieurs personnes, bien, on peut réfléchir à comment on voudrait que ça se passe, parce que on n'aura pas le choix, ça va se passer. Mais oui, il arrive des gens où, moi, j'ai vu des gens jusqu'à la fin pas vouloir mourir. Ah, ouais. Ouais. Je me demandais si, à notre époque, il y avait du regret. Tu sais, beaucoup de regrets, en général.
C'est sûr que les gens y en ont des regrets, puis c'est sûr qu'on a toute la culpabilité, puis on se dit des fois, ben peut-être que j'aurais pas dû dire ça à ma mère, puis à mon frère, puis à mon conjoint, ou peu importe. Mais je crois que, comme société, on pratique beaucoup le pardon. On le dit pas peut-être comme ça, mais c'est comme ça, à un moment donné, on abandonne. J'ai l'impression qu'en fin de vie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Geneviève, mais on sent à un moment donné un abandon. Puis nous autres aussi, ça nous fait un peu ça. C'est comme, ouais, mais c'est pas grave, ça. Puis on a une petite chicane, on a quelque chose, on fait comme, non, mais pourquoi qu'on fait ça, dans le fond? C'est tellement rien. Okay. Des fois, les familles, ça fait plusieurs années qu'ils se sont pas vus, là, les frères, les sœurs, les parents, ça arrive. Puis là, les frères se rencontrent, les frères, sœurs, puis là, il y avait une chicane, puis à un moment donné, réalisent que la chicane, finalement, ils se souviennent même plus. C'est un peu comme la guerre, hein? Ils se souviennent même plus pourquoi ils ont commencé. Puis il y a comme une réconciliation. Ah oui. Puis un pardon les uns des autres d'avoir fait ces erreurs-là. Puis comme on est tellement proche de l'humain quand on arrive en fin de vie, l'humain, là, moi je dis c'est le sens du vrai, là. C'est juste ce qui est vrai, là. Parce que quand les gens y arrivent chez nous, là on parle pas de la richesse, on parle pas de la belle auto, on parle plus des beaux vêtements, on parle de rien qui a rapport au matériel. Là, on tombe dans le vrai. Puis le vrai, bien, c'est ça. Puis je pense que quand on s'approche de ça, bien, on s'approche du pardon. Le pardon, c'est le vrai. C'est je l'ai fait, je suis un humain et je me pardonne de l'avoir fait. Puis là, on passe à autre chose parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, puis on a beaucoup de choses à se dire. En tant que, justement, famille, accompagnant, amis, comment est-ce qu'on peut, comme, aider véritablement ou comme... C'est sûr que c'est la première chose qu'on a envie de faire, c'est... On aimerait faire plus, mais en fait, on est rendu un peu à la fin, là. Fait que, est-ce qu'il y a une attitude ou... C'est d'être capable de répondre aux besoins de la personne, puis de mettre nos besoins personnels de côté, puis vraiment focusser sur qu'est-ce que la personne a envie. Puis moi, comme travailleuse sociale, bien souvent, quand on accueille les personnes, je mets aussi l'accent sur le fait que le chef dans la chambre, bien, c'est la personne qui est dans le lit. OK. Puis, c'est elle qui prend les décisions jusqu'à ce temps qu'elle soit plus capable. Ensuite, la famille prend le relais. Mais nous, on va suivre cette... Là, je vous pointe vous, là, mais... Excusez-moi. Oui. Mais en fait, on va vraiment... orienter notre travail en fonction des besoins de cette personne-là, puis on va s'adapter. Quand Manon disait des soins personnalisés, bien nous, à la Maison Mère-Elisabeth, il y a 7 chambres, donc 7 personnes, 7 façons d'accompagner, dans le fond. Fait que c'est vraiment de se mettre au service de la personne, puis si la personne, puis d'être sensible aussi, tu sais, nos proches, on les connaît, fait qu'on dit, Manon, on l'explique quand on accueille les gens, bien, les proches, vous êtes nos alliés, vous allez nous aider à bien prendre soin de votre proche. Nous, on le connaît pas, le proche, dans le fond. Fait que la famille a une richesse d'expérience, de connaissances, puis la personne aussi, on l'encourage à, elle, nommer ses besoins, ses craintes, ses peurs, ses douleurs. Puis ensemble, l'idée, c'est qu'on embarque tous ensemble dans le bateau puis qu'on rame tous dans le même sens. On a tout un objectif commun qui est que cette personne-là ait une belle fin de vie, puis une belle fin de vie qui correspond à ce que cette personne-là décide qu'est-ce que c'est pour elle une belle fin de vie. T'sais, si on se demande aujourd'hui, c'est quoi une belle fin de vie pour vous? Bien, pour Manon, pour Gabriel, pour moi, pour tous les membres de l'équipe, bien, on va tous avoir des fins de vie différentes, mais ça va tout être des belles fins de vie pareilles. Fait que c'est un peu, comment dire, d'avoir la sensibilité. Fait que quand on accompagne, je pense que c'est juste d'être soi-même, puis d'être sensible aux besoins de l'autre. Il n'y a pas vraiment de recette. Écoutez, je vous remercie énormément d'avoir participé à l'émission et de vous être ouvert sur ce sujet qui est particulier. On va évidemment penser à toutes les familles qui ont à vivre une situation comme celle-là. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien, merci à vous. On part avec le sourire. On sort d'un épisode rempli d'amour et de compassion.
sur l'accompagnement en fin de vie. Je ne sais pas comment tu vas nous apporter du matériel, mais la parole est à toi. Je veux répondre à la question. Est-ce que c'est vrai que quand on est sur le point de mourir, on voit notre vie défiler devant nos yeux? Intéressant. On a entendu beaucoup d'histoires de gens qui sont revenus à la vie de façon magique puis qui ont dit hey, « j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux ». Tu sais à quel point c'est fondé ou pas. Je t'amène à Vancouver en février 2022. C'est quand même récent. Il y a des chercheurs qui analysaient le cerveau d'un patient épileptique de 87 ans. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui se passait au niveau des neurones quand il avait une crise d'épilepsie. Ce qu'on n'anticipait pas, c'est qu'il a fait une crise cardiaque et il est décédé pendant ces tests-là. Mais tout ce temps-là, les scientifiques ont continué d'enregistrer les ondes de son cerveau. Et c'est la première fois qu'on enregistrait les ondes d'un cerveau mourant. Ben oui, c'est difficile à prévoir, sinon, là, c'est ça que... C'est quoi les chances, ouais, mettons? c'est quoi les chances? Et l'appareil qui était chargé de suivre donc les ondes du cerveau pendant le décès de cette personne-là a enregistré 900 secondes d'activité en tout. Et ce qu'on a découvert, c'est que dans les 30 secondes qui précèdent et dans les 30 secondes qui suivent la crise cardiaque, donc 30 secondes avant qu'il meure et 30 secondes après son décès, les ondes cérébrales de cet homme-là ont suivi le même schéma que quand on rêve ou que quand on essaie de se souvenir de quelque chose. Ah, ouais. Donc, ça pourrait suggérer qu'effectivement, quand on est sur le point de décéder, il y a une espèce de rappel de la vie qui se produit dans les derniers instants de notre vie. Puis, il y a quelque chose de réconfortant quand on accompagne, je pense, quand on accompagne quelqu'un vers la fin de sa vie, de se dire, j'ai envie, moi, de croire que la personne, elle revit des beaux moments dans ses dernières secondes de vie. Oui, c'est sûr que ça serait un baume, là. Ça serait excellent. Bien, j'ai envie de m'accrocher à ça. J'ai fait une petite recherche à savoir, les gens plus âgés, sur le point de décéder, c'était quoi les regrets qu'ils avaient, les regrets les plus fréquents avant de mourir? Intéressant. On a parlé un peu des regrets. Bien, je te fais un top 5, si tu veux, des regrets les plus fréquents. Puis nous, étant jeunes et fringants, bien, on peut peut-être travailler là-dessus puis s'assurer de ne pas avoir ces regrets-là quand nous, on va décéder. Avoir trop vécu en fonction de ce qu'on attendait de soi plutôt que de ce qu'on voulait vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit regretter. C'est-à-dire finalement de la pression que les autres te mettent ou comment est-ce que les autres te perçoivent, ce que tu devrais faire de ta vie finalement. Exact, de vivre pour les autres plutôt que pour toi, en quelque part. D'avoir trop travaillé puis de ne pas avoir consacré assez de temps à sa famille ou à son partenaire ou sa partenaire. Bien, le travail, c'est très agréable des fois, alors... Ce l'est quand tu as besoin d'une pause des enfants, je suis d'accord avec toi. Mais... c'est un constat qu'on a fait beaucoup chez les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui regrettaient de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs enfants, surtout dans la petite enfance, parce que c'est là que le lien d'attachement se construit. Et il y a beaucoup d'hommes qui regrettent de ne pas avoir vécu assez de moments privilégiés. Bon, je vais y aller. Pas avoir eu le courage d'exprimer ce qu'on ressentait. C'est un regret que beaucoup de gens ont. Attends, là, ton crush du secondaire, là, tu n'as jamais dit que c'était la femme ou l'homme de ta vie. Ben oui. Sur ton lit de mort, il est trop tard. Là. Ou juste la chroniqueuse dont tu apprécies le travail. Oui, je t'aime. Dis-moi là, avant que ça trop tard. Pas avoir gardé contact avec ses amis. Il y a beaucoup d'amitiés qu'on laisse aller en cours de vie ou qu'on n'entretient pas. Puis il y a beaucoup de gens sur leur lit de mort qui ont dit « Moi, je regrette de ne pas avoir entretenu ça. » C'est pas facile, la vie va vite, là, on s'entend. Puis finalement, ne pas avoir vécu assez dans le moment présent. Tout le temps être dans le passé ou se projeter dans ce qui pourrait arriver. De ne pas être assez comme là, en ce moment, je suis avec toi. Exactement. On est ensemble autour d'une bonne table avec un bon verre. On ne regrettera pas ça, nous, parce que je propose qu'on savoure la prochaine gorgée. On savoure, santé. Comme si c'était la dernière. Exact.